Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de venir écouter Lilian Thuram, que nous avons le grand plaisir donc d'accueillir ici. Ça commence très bien. Ouais, ça. À l'Université de Stockholm, donc à l'Institut nordique des études latino-américaines. Donc, remercions l'Institut et le département des études romanes et classiques pour leur accueil. Nous remercions la Fondation Lilian Thuram. Et puis, avant de te céder la parole, rappeler quand même que tu es notre docteur honoris causa, que nous chérissons. Tu viens très régulièrement en Suède, tu interviens beaucoup dans différentes institutions, dont des lycées, autour justement du thème de ta fondation. Et ce soir, on voulait un petit peu t'entendre un peu sur des sujets. Alors c'est vrai que le thème de ce soir, c'est lié aux manifestations du centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Et c'est vrai qu'en regardant, en relisant en fait Peau noire, masque blanc il n'y a pas longtemps, et puis La pensée blanche que tu as écrite il y a quelques années, j'ai été frappé de voir des questions similaires en fait, c'est-à-dire des questions très concrètes, des questions quasiment quotidiennes. Je suis face à cette situation, dans un public comme ça, non mélangé, etc. J'entends une remarque raciste, et je suis démuni et je m'interroge pourquoi cette situation. Et c'est un peu finalement ta démarche, c'est-à-dire d'ouvrir des portes, d'interroger, notamment dans le sport, parce que tout le monde au départ te connaît aussi avec le football. Voilà, je voulais simplement te poser la question sur l'inspiration peut-être que Frantz Fanon t'a donnée dans ton activité en fait. Alors, tout d'abord, bonsoir. Il faut toujours dire bonsoir. Euh, En fait, oui, effectivement, c'est une inspiration. D'ailleurs, le plus beau cadeau qu'on a pu me faire à la sortie du livre La pensée blanche, c'est, tiens, ça me fait penser à Peau noire, masque blanc, ça me fait penser à Frantz Fanon. Et j'étais très heureux. Mais en même temps, c'est vrai que comme beaucoup de personnes qui travaillent sur le racisme, nous avons comme idole Frantz Fanon. Donc c'est tout à fait compréhensible que dans ma façon de dire ou de faire, c'est une inspiration de Frantz Fanon, parce que je pense que c'est peut-être la personne qui a compris comment expliquer le racisme et montrer à quel point effectivement euh, le racisme est présent dans notre culture. Le racisme est présent tout le temps, consciemment et inconsciemment aussi. Et donc, chaque chose qui arrive peut malheureusement nous ramener à la racialisation du monde. Et ça c'est quand même intéressant parce qu'on a envie de dire Frantz Fanon décédé au début des années 60, quand même voilà, ça fait quand même plus de 60 ans. Et toujours là, on est sur des stéréotypes tenaces. En fait, comment tu vois ça depuis que tu as commencé avec cette fondation, ça fait déjà quelques années, au fil de tes interventions, comment tu saisis un peu est-ce qu'il y a une conscience qui s'éveille? Est-ce qu'il y a... Bah alors tout d'abord, effectivement, on pourrait penser qu'entre Frantz Fanon et nous, il y a eu beaucoup de temps, mais en fait, Hmm. pas tellement. Je dirais que lorsqu'on analyse l'histoire du racisme, en fait, ça fait des siècles qu'il y a des hiérarchies selon la couleur de la peau. Et donc, c'est tout à fait compréhensible qu'aujourd'hui, on retrouve ces préjugés-là. Et surtout, ça fait pas très longtemps qu'on travaille à déconstruire ces préjugés. Par exemple, ce matin, j'étais dans une école à Stockholm. Et j'ai été très surpris parce qu'à un moment donné, il y a un garçon qui prend la parole et qui me dit, voilà, Monsieur Thuram, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ces races de personnes J'ai dit, attends, comment ça, avec Hmm. ces races de personnes? J'ai dit, tu connais combien de races? Hmm. Il me dit, bah, les Mexicains. Il m'a dit, les Arabes. Hmm. Puis il m'a cité plusieurs races. Hmm.
Je lui dis, bah, attendez, mais c'est ça le problème du racisme. En fait, c'est la croyance qu'il y aurait plusieurs races. Et donc, il y a des nous et des eux, et après, on met en place des hiérarchies. Donc, on voit que même aujourd'hui, des enfants de 15-16 ans, malheureusement, sont à la liste de la société à travers l'idée qu'il y aurait plusieurs races. Et donc, c'est pour ça qu'il faut questionner ces sujets-là. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait compréhensible, et il faut le dire aux gens aussi, qu'il y ait ces préjugés. Par exemple, l'apartheid se termine dans les années 90. La décolonisation, les décolonisations, c'est dans les années 60. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il y ait ces problématiques de racisme et ces préjugés. C'est comme si on se disait, tiens, c'est bizarre, il y a du sexisme dans la société. Bah, c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que le monde moderne s'est construit sur la hiérarchie des hommes sur les femmes. Donc encore aujourd'hui, on retrouve ça dans la société. Alors justement, dans ce que tu fais autour des lycées, je pense notamment au livre Mes étoiles noires, hein, on a des traductions en suédois, c'est de redonner aussi des références, notamment à des populations qui ont été discriminées. Mais ce que tu fais aussi dans la pensée blanche, c'est que tu viens aussi analyser ce qu'on pourrait dire les privilèges aussi discrets en fait, de celles et ceux qui ont bénéficié en fait de ces hiérarchies. Comment tu perçois ce travail, notamment à partir de la pensée blanche? Parce que là, j'ai trouvé très intéressant de faire prendre conscience aussi du racisme en interrogeant en fait cette catégorie-là. Mais moi, je pense que tout d'abord, il faut inviter notamment les enfants à se poser des questions. Par exemple, pourquoi je dis ce que je dis? Pourquoi je pense ce que je pense? Et très souvent, nous n'avons pas conscience, ils n'ont pas conscience que c'est lié à des conditionnements qu'on reçoit. Et donc, questionner ces conditionnements. Et dans les conditionnements qu'on reçoit, il y a effectivement le conditionnement raciste. Et donc, pour moi, c'est que chacun de nous, on puisse se questionner sur nos propres préjugés, parce que nous en avons. Parce que très souvent, il y a des gens qui pensent que les racistes, ce sont des très très méchants, les sexistes, les homophobes. Mais en fait, on ne se met jamais dans cette catégorie de personnes qui, effectivement, regardent le monde avec un prisme où il y a des hiérarchies. Et donc, pour moi, c'est vraiment emmener les enfants à se questionner. Et à partir du moment où on se questionne, on finit par se poser des questions. Se poser ces questions, c'est questionner l'histoire pour voir la réalité d'aujourd'hui. Par exemple, j'aime bien discuter avec les enfants sur certaines catégories, selon la couleur de la peau. Donc, on pourrait faire l'exemple ici. Est-ce qu'on peut faire les enfants? Vous êtes des grands enfants? Ok, je vais poser la question. Qui est blanc ou blanche ici? Levez la main. N'ayez pas peur. Madame, vous avez quel âge? 41. Vous êtes blanc depuis quand? Depuis 41 ans. C'est vrai? Ouais. Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que lorsque vous êtes né, vous vous êtes sorti en disant « Waouh, je suis blanche ». Non. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que vous ne parliez pas déjà. Ok, donc c'est quoi? C'est les parents? Je pense, oui. Ah, les parents, ils vous ont assis autour d'une table Non, en disant non, non. « C'est pas comme ça que ça s'est Non, passé ». non. Ok, d'accord. Est-ce que vous connaissez les couleurs? Oui, C'est vrai, vous êtes sûr? je pense. Ok. La couleur de cette veste, c'est de quelle couleur? De la veste, pardon. Oui. Grise. La veste, là? Là. C'est une métonymie pour... Attendez, c'est très intéressant. Cette couleur, c'est quoi comme couleur? C'est blanc. Est-ce que vous êtes de la même couleur? Non. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes blanche? C'est ma culture qui m'a appris à dire ça comme ça, j'imagine. Ok, c'est le conditionnement. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse questionner ces conditionnements et voir que parfois, on dit des choses par habitude. En fait, on ne pose même pas la question à savoir si c'est vrai ou pas. Donc, si vous n'êtes pas blanche, vous êtes de quelle couleur? C'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est vraiment, effectivement, faire ce jeu-là, essayer de déconstruire et dire aux enfants, OK, dire qu'on est blanc ou dire qu'on est noir, en fait, c'est pas anodin. Ça raconte une histoire. Ça raconte la racialisation du monde et aussi la hiérarchie. Parce que pendant très longtemps, on a construit l'idée que être blanc était mieux.
Et donc, ça explique le racisme encore aujourd'hui. Comme si vous voulez expliquer le sexisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis des siècles, il y a cette hiérarchie des hommes sur les femmes. Et donc, en règle générale, ne se pose pas la question. Et généralement, les personnes blanches n'ont pas conscience d'être blancs. Et dans le livre, par exemple, La pensée blanche, je raconte l'histoire avec mon ami où je l'appelle, je lui dis « Dis-moi, Franck, je peux te poser une question ?» Il me dit « Oui ». Je lui dis « Je suis noir ?» Il me dit « Bah ouais ». Je lui dis « Mais Franck, si je suis noir, toi, t'es quoi ?» Il me dit « Bah je suis normal ». Et c'est ça qui est très intéressant, la normalité. Ceux qui sont dans une situation de hiérarchie ont cette idée d'être la norme, d'être placé au bon endroit. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut interroger. Parce que si on ne s'interroge pas, on reproduit ces schémas de génération en génération. Et pour moi, c'est vraiment, ouais, encore une fois, tranquillement, sereinement, montrer que nous sommes tous conditionnés dans un sens. Et c'est pas inintéressant de comprendre d'où ça vient. Ça, c'est intéressant parce qu'on a des cours sur l'interculturalité. Et il y a toujours ces questions de stéréotypes raciaux qui sont, enfin stéréotypes dont les stéréotypes raciaux qui reviennent en fait. Et comme tu dis, les stéréotypes, c'est des choses qui tournent parfois tout seul en fait. Hein, on le prend, il est à disposition, il est bien établi après des siècles d'histoire, etc. On pense que c'est vrai. Ouais, voilà. Oui, ou alors on l'utilise de manière inconsciente. Voilà, tout à fait. Même sans poser la question de la vérité. C'est dans la discussion, souvent. Hein, Oui, mais parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que ça existe. Donc, ça doit être vrai. Par exemple, il y a cette idée, effectivement, que les Noirs seraient plus forts en sport. D'accord ? Et je dis très souvent, si les Noirs sont plus forts en sport, ils sont plus forts que qui ? Et ceux qui seraient moins forts en sport, ils seraient plus forts où ? Et là, les enfants, ils montent la tête, ils font comme ça. Ah, ils seraient plus intelligents. D'accord. Mais ça raconte, encore une fois, l'histoire de la hiérarchie selon la couleur de la peau, sachant que cette histoire-là a été racontée dans les écoles. Et ça ne fait pas si longtemps encore. Par exemple, ma mère, lorsqu'elle était plus jeune, eh ben, il y avait encore des livres scolaires qui racontaient l'histoire que les personnes blanches étaient supérieures. Voilà. Dans le livre, d'ailleurs, la pensée blanche, tu parles des entraîneurs. Là. Tu parles il y a des scènes comme ça, de réunions où tu as que des blancs et tu poses ce genre de questions. Ben oui, parce que, par exemple, dans le livre, je raconte une histoire où l'entraîneur, à un moment donné, se lève et il lui dit « Mais pourquoi vous êtes toujours ensemble, les Noirs ?» Et je lui dis « Ah bon ?» Je lui dis « Excusez-moi, vous avez été faire le tour des autres tables pour demander aux Blancs pourquoi ils sont toujours ensemble ou pas ?» Et là, il est parti. Vous voyez ce que c'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on va voir certaines personnes à travers leur couleur de peau, mais on ne va jamais se juger soi-même sur sa couleur de peau. Et là aussi, ce qui est très intéressant, c'est lié à l'histoire. Ou bien, par exemple, je raconte dans le livre La pensée blanche, un de mes coéquipiers, après l'entraînement, on est en train de s'étirer, et il me dit « Tu sais, Tutu ?» Donc, Tutu, c'est moi. Tu rames, Tutu. Il me dit, tu sais, Tutu, avec tes qualités physiques et mon intelligence, je serais trop fort. Et c'est d'une violence totale, mais lui, il ne se rend pas compte. Et donc, là aussi, ça ramène justement, le noir est avant tout un corps, et le blanc, c'est l'intelligence. Et donc, c'est, par exemple, qu'on analyse le foot, c'est très intéressant de voir comment les préjugés racistes ressort et à quel point, effectivement, il y a cette culture raciste dans le foot. Par exemple, lorsque j'étais très jeune, j'ai expérimenté ça. C'est-à-dire que lorsque quelque chose disparaissait dans les vestiaires, en fait, les potentiels coupables, c'était les jeunes garçons noirs et les jeunes garçons arabes. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui avait volé, mais c'était supposé être nous. Ou bien, ce qui était très intéressant aussi, sur les positionnements sur le terrain. À mon époque, aujourd'hui ça paraît peut-être pas vrai, mais à mon époque c'était comme ça. Les gardiens, un noir gardien, c'était pas terrible.
Parce qu'en fait, il était très bon. Mais les Noirs, parfois, ils se déconcentrent. Et donc, s'ils se déconcentrent, on va prendre un but. Les défenseurs centraux ne pouvaient pas être Noirs parce qu'on dit, ouais, ils sont solides, ils sont forts. Mais là aussi, ils vont se déconcentrer, on va prendre un but. Par contre, les attaquants pouvaient être Noirs. Vous savez pourquoi? Parce que les attaquants, ils improvisent. Et les Noirs, ils ont cette capacité à improviser. Ils improvisent tellement qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes. Donc, ils vont pouvoir déstabiliser les défenses. Vous voyez? Et donc, en fait, j'ai expérimenté toute cette chose que je nomme la pensée blanche, où effectivement, les personnes blanches sont persuadées de pouvoir donner la place que méritent certaines personnes. Ça veut dire que vous ne choisissez pas votre place, c'est des gens qui vont dire « bon, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire ». Mais c'est la même relation des hommes et des femmes. C'est dire « bon, non, ce poste-là, la femme, elle ne peut pas ». Ben pourquoi? Ouais, d'accord, on ne peut pas. Ok, et donc c'est ça qui est très intéressant. Et ça peut se voir dans tous les domaines de la société. Moi, j'analyse plus facilement le foot parce que j'ai été joueur de foot, j'ai été dans cet environnement, donc je pouvais écouter, observer et voir qu'effectivement, il y a ces problématiques, mais vous pouvez le faire dans d'autres choses. Par exemple, ce qui est très intéressant aussi, quand je parle de la place, c'est l'espace public. Selon votre couleur de peau, l'espace public n'est pas vécu de la même façon. Et là aussi, c'est une question de place. Ça veut dire qu'on va contrôler plus facilement certaines personnes en leur signifiant qu'ils ne sont pas à leur place. Pareil, l'espace public n'est pas vécu de la même façon si vous êtes une femme ou pas. Selon l'heure, ben, en fait, il y aura moins de femmes dehors. Il y aura un sentiment de danger. Et je trouve que malheureusement, les personnes qui ne subissent pas le racisme, parfois ne sont pas conscients de cela. Et donc, quand je parle de privilège, c'est avoir le privilège de ne pas souffrir du racisme. Parce que souffrir du racisme, c'est comme si potentiellement vous souffrez de harcèlement. Et ce harcèlement peut arriver à n'importe quel moment. Ça veut dire que vous ne vous attendez pas. Il y a des fois, ça vous arrive, vous ne savez pas quoi dire. Et donc ce harcèlement aussi va orienter votre façon de penser le monde. Et surtout ce harcèlement, à mon avis, va toucher quelque chose d'essentiel, l'estime de soi. Et chacun de nous, nous avons besoin de nourrir une bonne estime de nous-mêmes pour essayer de donner la meilleure version de nous. Et ça, c'est très important. Par exemple aussi, selon la religion, vous ne vivez pas l'espace public de la même façon. Voilà. En fait, ça touche beaucoup à la question des imaginaires, quelque part, ton travail avec la Fondation. C'est là que c'est bien incrusté. C'est changer les imaginaires. Oui. Et pour changer les imaginaires, c'est enrichir nos connaissances. Parce qu'à preuve du contraire, chacun de nous ici, nous réfléchissons à travers nos connaissances. Donc plus vous allez enrichir les connaissances, mieux vous allez réfléchir. Donc voilà pourquoi j'ai présenté des hommes, des femmes noires qui peuvent changer l'imaginaire collectif, donc combattre le racisme. C'est l'inversion, en fait, de donner des références aussi pour l'estime de soi à des gens qui souffrent d'un côté, et de l'autre, sensibiliser des gens aussi qui ne souffrent pas, mais qui ont intérêt aussi, qui ont, à se poser la question. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'expérience faite sur les poupées. On prend une poupée noire, une poupée blanche, et on demande à des enfants quelle est la poupée la plus jolie, la plus intelligente. Et on voit que les enfants vont mettre sur la poupée blanche tout ce qui est positif et sur la poupée noire tout ce qui est négatif. Et après, on demande aux enfants, mais vous ressemblez à quelle poupée? Et là, il y a un moment de silence, parce que les enfants sont noirs. Et ils montrent la poupée noire. Mais eux-mêmes, déjà, petites, ont intériorisé une image négative du noir. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il est important de changer l'imaginaire collectif. Et cette histoire d'imaginaire, en fait, c'est en écoutant Édouard Glissant, qui parle beaucoup de ça. C'est-à-dire que nous devons changer l'imaginaire. Et tant qu'on ne changera pas l'imaginaire, il y aura des problèmes de racisme. Et ce que tu dis sur on ne naît pas noir, on ne naît pas blanc, on le devient, avec la micro-expérience que tu as fait. Les enfants souvent posent des questions qui ils mettent le doigt là où ça fait mal pour les adultes.
Parce que là, tu parlais tout à l'heure de l'intériorisation des normes dominantes, mais il y a quand même des âges où on sent qu'il y a une plasticité, c'est-à-dire une réception aussi par rapport à ces questionnements. Est-ce que... Disons que, en fait, je pense que très tôt, les enfants n'ont pas cet imaginaire, parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. D'accord? Même si certaines personnes pensent être blancs à la naissance. C'est pas pour ça. En fait, vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, j'ai appris quelque chose avec mon jeune fils, qui est Fred. À l'époque, je crois qu'il avait 4-5 ans. Il était à l'asile au Nido, à la crèche, en français. Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis, mon chéri, dis-moi, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Donc on voit bien que ce sont les parents qui orientent la pensée des enfants. Il me dit, mais, papa, je ne suis pas noir. Là, je me dis, oh mon Dieu, il a un problème. Il n'accepte pas sa couleur. Il me dit, mais papa, je suis marron. Ah, je dis, ah bon? Et je lui dis, mais les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Il me dit, bah, ils sont roses. Donc, on voit bien que ce sont nous, les adultes, qui orientons la pensée des enfants, sans le vouloir. C'est-à-dire que j'étais en train, justement, de reproduire les catégories de couleur de peau liées à la racialisation du monde, sans le vouloir. Et heureusement, cette discussion avec mon fils m'a interpellé et je me suis dit, bah, c'est lui qui a raison, c'est lui qui connaît les couleurs en fait. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas se voir blanc parce qu'ils savent très bien qu'une feuille blanche, c'est blanc. Et vous savez, ça m'a vraiment aidé à comprendre un peu mieux la problématique du racisme. Un jour, j'ai été dans une foire sur l'éducation à Paris et je posais des questions aux enfants. Vous connaissez combien de races? Et les enfants me répondent. Bah, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jaunes. Je dis non, mais vous n'êtes pas sérieux quand même. C'est quoi cette histoire? Les jaunes. Et il me dit oui, regardez, lui, il est jaune. Et là, je me tourne et je dis mais toi, t'es jaune? Il me dit bah oui. Je dis comment ça, tu dis que t'es jaune? Il me dit mais je suis asiatique. Donc ça veut dire que l'enfant qui est asiatique s'est vu jaune. Et je lui dis, mais il n'y a que dans les Simpsons qu'il y a les jaunes. C'est pas jaune, toi. C'est quoi cette histoire? Et je suis rentré à la maison, j'ai été traumatisé. Mais après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, il y a bien des gens qui se disent noirs, il y a des gens qui se disent blancs. Mais à force de dire qu'il est jaune, il s'est vu jaune. Et donc, c'est pour cela que vraiment, c'est emmener des informations pour qu'on puisse connaître cette histoire. Et je pense que la connaissance peut nous mettre en mouvement. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas la connaissance, lorsque vous ne percevez pas les biais, en fait, vous les reproduisez sans faire attention. Il y a une chose dans ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement la perception des couleurs. On pourrait dire, voilà, là... Et puis il y a la catégorisation en fait, sur blanc, noir, jaune, qui ne sont pas liées à des couleurs, mais qui sont liées à des catégorisations de personnes. C'est ça qui est, dans la pensée blanche, ça me semble intéressant. C'est-à-dire que tu te dis, bah oui, mais en fait, s'il y a une pensée noire, parce qu'on a commencé à catégoriser, notamment par ceux qui se voyaient comme blancs, mais la difficulté quand on parle des couleurs, c'est qu'il y a les couleurs, la perception des couleurs et la question de la catégorisation. Et c'est là que le reste... ça va ensemble. Ouais. C'est-à-dire que pour créer le nous et les eux, il faut inventer quelque chose. Et donc, c'est la couleur, mais la couleur produit des faits qui deviennent vérité. C'est-à-dire que l'espace public, selon votre couleur de peau, n'est pas vécu de la même façon. Et ça, il faut prendre conscience de cela. Par exemple, moi, en tant qu'homme, j'ai pris du temps à comprendre que l'espace public n'était pas vécu de la même façon une femme et un homme. Mais moi, j'ai pris conscience plus tard de ça, puisque comme moi, je suis un homme et que l'espace public, quelque part, je suis à l'aise. Donc, il y a des questions que je ne me pose pas. Jusqu'au jour, j'ai pu discuter avec des amies femmes et qui m'ont raconté des trucs. J'ai dit, mais t'es sûr? Ah bon? Non, mais sérieux? Non. Suivi, il y a des hommes qui suivent les femmes et qui, dans le métro et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, bah si. Par exemple, descendre dans un parking
Ben, ça dépend l'heure. Et puis la voiture, on ne va pas le mettre tout en bas dans le parking. Ben, en fait, il y a des choses que j'avais pas pris conscience de ça, oui. Et donc c'est pour cela que je pense qu'il faut en discuter. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu en discuter avec nous. On va peut-être ouvrir la séance de questions avec les micros si vous avez. Et puis on espère aussi peut-être que la pensée blanche soit traduite aussi en suédois parce que il y a aussi pas mal de débats hein, sur cette question. Oui, mais c'est une nouveauté. Je pense que ce qui est très très bien dans cette génération, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on questionne les catégories. Avant, on les acceptait comme étant normales, comme étant vraies. Et aujourd'hui, on essaie de déconstruire ces catégories pour mieux les comprendre et pour mieux les dépasser. Parce que l'idée dans tout ça, c'est pouvoir dépasser ces catégories pour se voir comme des êtres humains avant tout. Voilà. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens de juger les gens sur leur religion, sur leur sexualité, sur le genre ou sur la couleur de leur peau. Voilà. Ah, merci.